Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, la Midreshet Yehuda reçoit le Rav Dr Michael Ben Admon. Et pour introduire cette conférence, je donne la parole à Brigitte, la présidente de Midreshet Yehuda. Bonsoir. Vous savez qu'on a choisi comme thème de cette année un État juif. Et c'est dans ce cadre-là que le Rav Michael Ben Admon va nous parler ce soir du sionisme religieux avec cette question un petit peu impertinente. Le sionisme religieux est-il intéressé par un État juif? Question impertinente, bien entendu, parce que si on a déjà vu récemment, notamment avec la conférence de Eliezer Chargorotsky, qu'il y a beaucoup d'ennemis et de combats contre l'État juif, s'il y a un mouvement qui devrait y être favorable, c'est bien le sionisme religieux. Mais encore faut-il s'entendre sur ce que nous appelons par un État juif. Bien sûr, il y a un état des lieux. On avait demandé au professeur Shmuel Trigano de nous en parler. Alors, vous savez ce qui existe. Il y a bien sûr la langue très importante qui structure la pensée, qui est véhicule de la communication et qui en même temps représente notre civilisation, puisque c'est la langue du Tanakh qui est revenue à la vie. Il y a la langue, donc il y a le rythme du temps avec le calendrier hébraïque, et ça n'est pas rien. Demain c'est Shabbat et c'est pas la veille de dimanche. Et puis vous avez la terre, sans laquelle il n'y a pas de nation, et la terre aussi, elle est symbole, elle est riche de notre passé, de notre identité. Puis vous avez aussi des lois dont la plus importante est certainement la loi du retour, qui permet à tout juif dans le monde d'acquérir la citoyenneté israélienne. Et vous voyez là encore avec la loi récente sur l'État-nation à quel point la loi aussi fait l'objet de combats terribles. Mais à côté de ce qui existe, c'est-à-dire aussi évidemment une majorité juive dans le pays, c'est important de penser à ce qui manque. Qu'est-ce qui manque dans l'État juif? Comment se fait-il que quelquefois on a l'impression de se trouver en Amérique, tout simplement? Comment se fait-il que la forme de l'organisation politique du pays, son système économique, je ne parlerai pas des écarts sociaux extraordinaires, toutes ces choses-là, elles n'ont pas, plus exactement, disons-le tout simplement, n'ont pas de relation avec le caractère juif de l'État et avec notre identité profonde. Donc la question que nous devons poser est la suivante: est-ce qu'à partir des sources juives, on pourrait inventer un État juif qui ait donc un rapport avec notre identité également dans ces domaines-là? Et pour cela, il faut prendre comme, je propose, enfin l'idée était de prendre comme méthode le Mishpat haïvri, c'est-à-dire le droit juif, qui, après la loi de 1980, sert de source autorisée officiellement au droit israélien. C'est-à-dire que fait-on dans le droit juif aujourd'hui? On cherche dans les sources juives s'il y a des réponses originales à des questions qui sont posées en droit israélien. Voilà. Alors, avec cette méthode-là, peut-être on pourrait appliquer cette méthode à l'économie et à d'autres domaines de la société israélienne. Donc, si je parle de l'État juif, la question qui est posée, elle se réfère à ce qui existe et à ce qui manque. Et le Rav Michael Ben Admon va nous parler maintenant d'un mouvement qui, lui, va être quand même favorable, en principe, à un État juif. Est-ce que le sionisme religieux est vraiment intéressé par un État juif, Michael? Alors, bonsoir à tous. Vous imaginez bien que je n'aurais pas répondu positivement à Brigitte si c'était pour répondre uniquement à oui. Il faut bien pas uniquement être dans la provocation, mais il faut bien un petit peu, certaines fois, être capable de faire une introspection et d'essayer de voir que certaines fois, des grandes aspirations avec des grands idéaux, simplement n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, j'aimerais uniquement donner l'argument que je vais développer ce soir, de façon à ce que les personnes qui sont pressées puissent nous quitter plus tôt. Alors, c'est très simple. L'argument va être le suivant. Le sionisme religieux, dans une grande partie de ses franges, et je vais en dire quelques mots, est bien sûr intéressé par un État juif, mais il ne s'est jamais donné les moyens d'y parvenir. Ni les moyens éducatifs, ni les moyens économiques, ni les moyens politiques. En gros, on est toujours dans le monde des 4 amotes du Beth Midrash,
on est toujours dans le déclaratif, on a des superbes intentions pour le peuple juif, sauf que certaines fois, pour mettre des programmes sur le terrain et opérer un changement social, eh bien, il ne faut pas uniquement être rabbin, mais il faut surtout être un activiste et un activiste qui en veut. Et j'aimerais d'ailleurs, vous savez, commencer en préambule par quelque chose que j'ai entendu hier et qui m'a vraiment frappé. En temps de corona, on entend les problèmes de Zoom, de zoomophobia, les enfants qui sont à la maison, qui n'arrivent pas à étudier, et puis foncièrement les profs qui derrière leur ordinateur font ce qu'ils peuvent, et, et on espère en tout cas qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais en tout cas dans le monde sioniste religieux, dans les écoles du monde sioniste religieux, on s'est rendu compte d'une chose, ben, c'est que le chinour n'est pas la première préoccupation, alors que en dehors de toute considération, je dirais, médicale, le monde Haredi, par exemple, eh bien, a mis sur la table l'importance du chinour. Et ils ont dit envers et contre tout, même si ça nous a heurté par rapport aux instructions de Misrad HaChinour, Misrad HaBriout, ben nous, on ne va pas du tout abandonner l'éducation et le Talmud Torah. Sans rentrer dans ce qu'ils étudient et ce qu'ils n'étudient pas, est-ce qu'il y a des limoud echol, pas limoud echol, n'empêche que l'argument était, il est hors de question que nous annulions l'étude de la Torah. Et donc voilà une société pour laquelle il y a un message qui est très clair. Il faut éduquer les personnes à aimer la Torah, à étudier la Torah. Eh bien, le monde Haredi, dans toutes ces institutions, de ces gdolim à ces politiciens qui menacent de briser la coalition si ça ne se ferait pas, eh bien, a une stratégie extrêmement claire pour mettre en avant donc ces idéaux. Le monde sioniste religieux, eh bien, n'y arrive pas. Alors, j'aimerais très, très rapidement, en fait, vous peindre un tableau donc des idéaux du sionisme religieux, quelques notions, on va dire, historiques, d'où on est parti et où on en est aujourd'hui. Et ensuite, finir sur peut-être des considérations, peut-être pas des recommandations, mais essayer de voir où est-ce qu'il y aurait peut-être besoin de s'appliquer à travailler un peu plus. Alors, vous savez, le monde sioniste religieux est un monde extrêmement large et vaste qu'on ne connaît pas toujours. Il est né, évidemment, avec la fondation du Mizrahi, Merkaz Rouhani, en 1902, par le Rav Reines, et il a rapidement, on va dire, aligné autour de lui beaucoup de penseurs, beaucoup d'activistes, beaucoup de rabbins, mais pas uniquement, des hommes, des femmes qui étaient intéressés par le projet sioniste qui était de vivre sur la terre d'Israël avec la Torah d'Israël et avec le peuple d'Israël. Donc évidemment, c'est un projet qui est déclaratif et on voit dans l'éventail des personnes qui composaient le sionisme religieux quelque chose d'extrêmement intéressant. Aujourd'hui, quand on pose la question à une personne lambda, qui est le sionisme religieux? De qui parle-t-on au fond? D'accord? C'est qui les personnes les Giboré Tarbout, les héros de ce monde-là? Eh bien, on nous dit, ben, c'est le Rav Kook. C'est le Rav Kook. Or, il faut savoir que le monde sioniste religieux n'a pas commencé avec le Rav Kook du tout. Et pour vous surprendre, même vous savez sans doute que le Rav Kook lui-même n'a jamais adhéré au Mizrahi, qui était donc le mouvement sioniste religieux. Il n'a jamais adhéré au Mizrahi. Le mouvement Mizrahi était une révolution dans le peuple juif, une véritable révolution qui avait des ambitions qu'on ne connaissait pas auparavant, qui avait certaines suspicions par rapport au monde rabbinique, qui n'a pas toujours été favorable pour le sionisme. Et donc le Mizrahi n'a jamais été, on va dire, organisé comme le monde Haredi, sous une autorité absolue qui est le Rav, le Gdol Hador. Ça n'existait pas. Il y a des hommes, il y a des femmes, uniquement pour, on va dire, les saber et à ozen, pour uniquement essayer de voir de quoi on parle. J'aimerais uniquement vous montrer rapidement des photos. Vous allez peut-être reconnaître des personnes ou non, mais il y a ici, on va dire, un album des personnalités du monde sioniste religieux. Vous voyez, tout le monde ne connaît pas tout le monde. Le Rav Maimon, le Rav Bar-Ilan, le Rav Epstein, Bourg, Varaftig, Yoel Rappel, Tsuriel Admanit, Zeev, nous, le Khader Knesset, vous voyez. On a ici pas mal de personnes, Drori, on a des femmes, Nechama Leibovitch, la Rabbanit Herzog, Dina Cohen. Vous voyez, je passe très rapidement, uniquement pour faire vite. Là, vous reconnaissez facilement Paul Reutman et Manitou. Vous voyez, le Rav Lévi, Ariel Levin,
Ce sont des personnages très importants qui ont été constitutifs dans l'histoire du monde sioniste religieux. Le Rav Herzog, le Rav Uziel, le Rav Unterman, le Rav Nissim, le Rav Amiel, le Rav Goren, le Rav Moshe Rafona Cohen, le Rav Zevin, vous voyez, le Rav Elimir Bar Shaul, le Rav Alevi, le Baba Hake, beaucoup de personnalités qu'on ne connaît pas, le Rav Getz, le Rav Khazan, le Rav Hazan. Vous voyez, quand on dit sionisme religieux, on parle de tout ça et encore d'autres. Vous voyez, je peux vous donner toute une liste, évidemment, le Rav Tzvi Yehuda, le Nazir, le Rav Harlap, le Rav Shapira, le Rav Israeli. Et ça, ce sont des personnes qui étaient extrêmement influents et la liste, évidemment, eh bien, n'est pas finie. Vous voyez, donc quand on parle de sionisme religieux, on parle de quelque chose d'extrêmement vaste, d'extrêmement large. Et donc, on doit savoir de quel sionisme religieux on parle. Parce que chacun de ces petits mondes eh bien, avait une idéologie un peu différente. Tout le monde n'était pas sous la même idéologie. Alors, je propose pour commencer cette réflexion de lire avec vous eh bien, le Chazon, la vision éducative du Chemed. Le Chemed, c'est le Chinuch Mamlarti Dati. Donc, c'est l'organisme national qui est censé en fait éduquer les enfants juifs au sionisme religieux et aux idéaux du sionisme religieux. Alors, c'est un texte qui date de Tafshinayin Hei, mais qui est quand même, je crois, intéressant, et vous allez tout de suite comprendre, en fait, où se trouve le hic. Alors, vous voyez, ça, c'est le contexte du Chemed, donc l'idéal du Chemed, donc Chinuch Mamlarti Dati, c'est donc de s'organiser autour de 3 pôles, Beit Chinuch Kemishpacha. Donc, l'école est un endroit d'éducation et, en fait, veut quelque part ressembler au cocon familial. Alors, autour de ça, on va parler de Tipuar, Zéout, Tionit, Datit. D'accord, il faut développer l'identité sionisme religieux, développer également le Chemed dans le monde des communautés. Il faut apprendre, étudier. Et comment on fait ça? Alors, comment est-ce qu'on va développer une identité sioniste religieuse? Eh bien, on va parler des Yemei Tshua, c'est-à-dire les jours en fait donc nationaux, de fêtes nationales ou de deuil national, Yom HaShoah, Yom HaZikaron. On va parler chaque année d'une personnalité du monde sioniste religieux. On va parler de l'importance d'aller à l'armée. On va avoir des contacts avec différentes personnes. Ach la derer, c'est une sorte de rencontre comme ça, intra, extra. On va consacrer une semaine entière dans l'année à ce qui est Shavua Chemed. Vous voyez, toutes sortes de choses vraiment très intéressantes. Et voici le Chazon. Parce qu'un Chazon, c'est quelque chose qu'il faut travailler bien. Alors, à nous, min al chinuch hadati, nous, les responsables donc de l'éducation religieuse, mechanchav, menaalav, mefakrav, toutes les couches donc de l'éducation, mechuyavim le chinuch yaldei Israël, le chayei Torah mitzvot. Nous sommes engagés dans le fait d'éduquer les enfants d'Israël à la Torah et aux mitzvot. Nous faisons tout pour les rapprocher de notre Père qui est au ciel, donc du bon Dieu. Mitor emuna amuka ve'ashkafat olam megubeshet ve'shkula, mitor tfisat olam shel chinuch keshlichut liklal Israël. Ça commence. Dans une conception qui est celle de vouloir éduquer et être des envoyés, des shlichim pour le peuple d'Israël. Mitor sheifa le shutafut, en espérant des collaborations afin de créer Chevrat Mofet, une société idéale. Ou mitor mechuyavut muchletet le Torah ve'alacha, évidemment tout ça dans le cadre de la Torah et de la halacha. Les écoles du Chemed, donc Batei Chinuch, sont une famille, comme une famille, pour tous ceux qui vont y étudier. On parle donc de ceux uniquement qui vont étudier dans le cadre des écoles du Chemed. Mais ceux qui sont à l'extérieur, et je vous rappelle qu'ils sont quand même la majorité du peuple, eh bien, eux, on ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Beit Chinuch shel HaChemed. Beit HaChinuch shel HaChemed, Batim shel Torah, sont des maisons de Torah, de Yirat Shamayim, d'amour de Dieu, de Bon Midot, de Derech Eretz. Là-bas, on va construire une belle identité personnelle, sociale, sioniste et religieuse. On apprend tout ça avec amour et en aimant et dans un esprit humaniste. Mechaskim, on fait attention également aux différentes pédagogies. Et nos objectifs, Ben Adam Leatzmo, dans l'éducation, eh bien, c'est éduquer les personnes donc à être des enfants avec des bonnes midot, Ben Adam le Elokav, Yirat Shamayim et Ahavat Hashem, Ben Adam les Zulato,
la capacité que les enfants auront à voir dans toute personne une personne créée à l'image de Dieu et qui va appliquer Ve'ata l'erecha kamocha, le lien entre l'homme et son peuple, Chinour Talmidim le'ahavat klal Israël, mitoch achrayut, d'accord, umu'oravut bakeila, et ça c'est une déclaration. Donc essayer donc d'éduquer les enfants à aimer le peuple d'Israël et être responsable et engagé dans la communauté. Et enfin, ben adam le'arto le medinato, donc éduquer la personne à avoir un lien avec sa terre et sa médina, aimer son pays, de comprendre sa valeur spirituelle, sa valeur nationale, historique, et enfin de responsabilité pour le futur du peuple juif, le futur de l'État d'Israël, pardon. Et donc, qu'est-ce qui manque en fait comme déclaration dans cette vision? Eh bien, c'est ce qui en fait fait défaut au monde sioniste religieux, je crois, c'est qu'en vérité, il y a beaucoup de bonne volonté, mais ces bonnes volontés, au fond, se limitent uniquement à ce qu'on appelle dans le monde haredi Anash, c'est-à-dire Anshe Shlomenu. Anshe Shlomenu. Toute l'envergure et l'ambition du monde sioniste religieux eh bien, était de s'occuper des personnes qui viendront des mêmes familles, qui viendront du même milieu et qui, eux, ben, seront déjà à l'écoute peut-être du message sioniste religieux. Alors, ce monde sioniste religieux a bien changé parce que si on prend les déclarations des grands du monde dati de Oumi dans ses débuts, et quelle était en fait l'ambition pour un État juif, en quelle mesure l'État d'Israël doit être un État juif et en quoi ça va se voir concrètement sur le terrain, eh bien, c'était avant tout par la création d'un mouvement qui sera un pont. Le sionisme religieux, dans ses débuts, n'a aucunement eu l'ambition de créer ici ce qu'on appelle Medinat Halacha. Au contraire, beaucoup étaient même opposés à cela. Parce que, pour différentes raisons. D'abord, la génération n'est pas prête. Nous n'avons pas encore les ustensiles, les outils nécessaires. Nous n'avons pas encore développé une halakha qui soit capable de répondre à tous les enjeux qu'un État moderne présente en termes d'économie, en termes de politique, en termes de justice sociale, en termes de système bancaire. Vous voyez, là, à l'époque, on n'imaginait même pas qu'on aurait pu, dans la halakha, gérer toutes ces questions. Je vous renvoie à beaucoup de revues qui étaient à l'époque des revues rabbiniques, comme par exemple Noam, qui était une revue rabbinique dans laquelle écrivaient beaucoup de ces rabbins importants et qui justement traitait les premières questions d'État et de religion. Noam, ensuite Troumin qui est arrivé, à Torah Medina du rabbi israéli. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. Voyez, mais quelque part, l'ambition était avant tout de constituer un pont. On n'avait pas l'ambition de créer une Medinat Halacha, parce que l'ambition était avant tout sociale. Et il fallait, dans cette jungle juive, il fallait voir quelles étaient en fait les forces en présence. On avait le monde haredi d'une part, on avait le monde non religieux, et quand on dit non religieux de l'époque, c'était au niveau identitaire bien plus non religieux qu'aujourd'hui, même s'il y avait des éléments de judaïsme, mais c'était un monde qui vraiment n'était pas calqué sur la pratique en tout cas. Et on avait donc évidemment le public qui a toujours été oublié, c'est le public majoritaire, ce sont les massortim, c'est-à-dire les traditionalistes, d'accord, qui eux n'ont jamais été en fait pris en considération. Et donc le monde sioniste religieux, lorsqu'ils viennent et qu'ils voient cette cartographie, ils se disent où est-ce qu'on doit être? Quelle est notre place dans cette société juive? Et ils disent ben, notre place, elle est nulle part, elle est en fait d'être le gesher, d'être le pont entre les revendications des non-religieux, des laïcs, les revendications des Haredim, et si nous ne sommes pas là pour établir ce gesher, ce pont, eh bien, qui le fera? Parce que ce pont-là, c'est en fait la capacité à assurer la chose qui était aux yeux du monde dati de Oumi, la chose principale qui était Ardut Ha'am, l'unité du peuple. Or, la conscience était très vive que la Torah n'était qu'une source de piloug. Les mitzvot étaient source de piloug. Elles étaient discutées à la Knesset sous forme de loi. Est-ce qu'on va ouvrir Shabbat? On va fermer Shabbat? Et plutôt que de réunir, eh bien, ça créait uniquement de la dissension. Et donc, le monde dati de Oumi s'est dit, afin de créer cette fameuse Ardut Ha'am, d'accord, il ne faut pas être un mouvement avant-gardiste. Surtout pas. Il faut être celui qui ne va pas courir devant, comme on dit, Ratz Lifnei Hamachane. Il ne faut pas initier des choses,
il faut être celui qui est toujours derrière et qui voit les différents conflits et va chercher la façon d'unifier les choses. Alors, ça vient par exemple, pour donner des exemples très concrets, ça vient par exemple se concrétiser dans la première Knesset. La première Knesset de 49 à 51, eh bien, il y a eu là-bas un phénomène incroyable qui s'appelait le Chazit Adatit Ameuchedet, le front religieux national unifié, le front religieux unifié. Et qui était en fait membre de cette SIA, c'était une SIA à l'époque, eh bien, c'était d'un côté les Haredim, de l'autre côté, le monde d'Ati-Léomi de l'époque, donc le Mavdal, d'accord, mais également d'autres qui voulaient rentrer, mais qui ne sont pas rentrés tout compte fait, comme par exemple Tabenkin. Tabenkin, donc c'est le monde de kibbutz laïque, qui était en fait également prêt à rentrer dans une sorte de coalition très très large, où en fait l'intérêt était de créer une unité, de créer cette fameuse Ardut Ha'am. Ça n'a pas tenu parce que les Haredim couraient chez les Gdolim dès qu'il y avait un problème, ils n'étaient pas prêts à discuter, à voir comment les choses se passeraient. Ça se passerait bien, ça se passerait mal. Un autre exemple, lorsqu'il y avait un problème de Shabbat, allons-nous ouvrir ou pas les magasins Shabbat? D'accord? Alors, le monde Haredi disait, surtout pas, problème de halakha. On ne peut pas donner une légitimité à l'ouverture de magasins Shabbat. C'est du Chilul Shabbat. D'accord? Le monde laïque, lui, disait, où est le problème? Il y a des demandeurs, on est en système de loi, donc il y a revendication, il faut répondre à la revendication. Et le monde d'Ati-Léomi de l'époque disait, au Haredim, attention, lorsqu'on parle du Shabbat à la Knesset, on ne parle pas du Bet Midrash. La Knesset, ce n'est pas un Bet Midrash, ce n'est pas une yeshiva. C'est l'endroit au sein duquel on va traiter de Tzivion Yehudi, de Médinat Israël, c'est-à-dire du caractère juif de l'État d'Israël. Nous voulons et nous souhaitons qu'il y ait un caractère juif à l'État d'Israël. Le Shabbat est constitutif de ce caractère juif, mais il ne faut surtout pas le comprendre en termes halachiques. Il faut le comprendre en termes qui soient acceptables par tous. Et en cela, il faut créer une sorte de Shabbat de l'État d'Israël, voyez, qui peut, par exemple, s'exprimer dans le fameux status quo de 47, où on ne va pas, en tout cas à l'époque, on ne va pas voyager et permettre les voyages publics le Shabbat, les transports publics le Shabbat, mais ça restera quelque chose qui sera, on va dire, dans un consensus national où tout le monde eh bien, sera d'accord. Vous voyez, donc, cette ambition de créer la fameuse Ardut Ha'am, eh bien, c'est une ambition qui a, je dirais, disparu. Elle était face au monde Haredi, présente. Elle était également présente face au monde laïque. D'accord? C'est en fait parler avec un laïque et lui dire, mon ami, pour toi, l'État juif, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un État comme les autres. Ça ne peut pas être les États-Unis. Alors, où est-ce qu'on doit voir la présence dans l'espace public d'une identité juive? Eh bien, c'est en fait engager avec ce public-là ce débat, être capable d'en discuter, être capable de trouver les points importants. Alors, on a souvent parlé de la tension entre Médina Yehudit et démocratique. On s'est focalisé sur cette question-là, un peu comme s'il n'y avait pas d'autres questions pour parler en fait du caractère juif de l'État d'Israël. Mais on s'est focalisé là-bas parce que c'était très israélien, c'était uniquement ce qu'on appelle en hébreu un siyar srouyot et pas un siyar zéout. C'était un discours sur les droits et non pas un discours sur l'identité. Or, ce qu'il fallait établir et ce qu'il faut encore établir aujourd'hui, c'est un discours sur l'identité et non pas un discours sur les droits. Parce qu'un discours sur les droits, imaginez-vous un couple qui n'engage de conversation uniquement sur la question du droit, j'ai le droit à, et est-ce que tu as le droit de faire cela ou pas? C'est un couple qui ne va pas faire long feu. Voyez. Or, en Israël, malheureusement, le discours sur l'identité juive et le caractère juif de l'État d'Israël a très rapidement basculé dans un siyar srouyot. Alors que là, justement, on a zappé, on a malheureusement raté le coche du fameux siyar zéout. Alors, évidemment, la Ardut Ha'am, c'est un projet très ambitieux, un projet extrêmement ambitieux, qui est né dans le traumatisme des Keilot Nifradot. D'accord? Lorsque le monde de la réforme est apparu dans le monde juif, eh bien, on a eu dans les terres ashkénazes une réaction extrêmement virulente qui était on ne peut accepter dans nos communautés des personnes qui corroborent le fait libéral, le fait réformé,
et donc on va se séparer. On va créer donc des keilot nifradot, d'accord? C'est en cela donc que les communautés libérales se sont mises sur pied, non pas parce qu'elles voulaient être indépendantes, mais parce que les communautés orthodoxes n'ont pas accepté. Or ça, c'était un des traumatismes du monde d'Ati Leumi qui a dit « never again ». Il est hors de question de retomber dans le même piège et de refuser le dialogue, de refuser le débat et surtout de fermer la porte à des juifs qui veulent rester avec nous. Et pour reprendre ce débat de Keilot Nifradot, on en voit également aujourd'hui la place. Je vous rappelle que le fameux Rav Melamed, le Rav Eliezer Melamed, donc un rabbin de Har Bracha, qui est un rabbin important dans le monde d'Ati Leumi, qui a écrit une encyclopédie halachique, qui crée un nouveau discours halachique, qui va partout dans les maisons du monde entier. Et bien ce rabbin-là a été invité à avoir une conversation avec la rabbine Delphine Orviller française, donc dans le cadre d'un Zoom, comme ça, dans la Veidat et Atfutsot. Eh bien, on a entendu toutes sortes de rabbins, comme par exemple le Rav Yitzhak Yosef, qui lui est tombé dessus et qui a même appelé à l'excommunier. Mais vous vous rendez compte, à excommunier, le Rav Amar, qui a également dit il y a quelque temps, le Rav Melamed eh bien, est tombé bien bas, il doit faire tchouva. On a vu dans les journaux comme Makor Rishon des signatures qui ressemblent de très proches au monde Haredi, de Pashkvilim, qui viennent et qui condamnent le Rav Melamed, mais ça, vous voyez, c'est quelque chose qui n'existe pas originalement dans le monde du sionisme religieux, qui se veut être un monde qui est unificateur. Or, si on commence à intégrer des dimensions je dirais, d'action et de pensée harédite, c'est fini. Le monde d'Ati Leumi s'en va. D'accord? Et je vais en dire quelques mois après où ça apparaît, cette histoire-là de pensée haredi au sein du monde d'Ati Leumi. Et voyez, donc, on voit bien qu'un cas comme ça, où on appelle à excommunier les rabbins entre eux, d'accord, au sein même du monde d'Ati Leumi, on a ceux de droite, ceux de gauche, on a les plus cool, les plus light, et on a toute une sorte de cartographie interne. D'ailleurs, on a vu une liste des rabbins qui a été faite sur Facebook, où on dit ceux-là, ils sont plus cool, ceux-là, ils sont moins cool, ceux-là, ils sont plus marmirim. On tombe dans une sorte on va dire de tioug, c'est-à-dire de catégorisation des rabbins au sein même du monde d'Ati Leumi, et plutôt que d'être fidèle à l'esprit originel qui était Ardut Ha'am, faisons tout pour Ardut Ha'am et créer un espace juif, pas un espace religieux, pas un espace halachique, que créer un espace juif, une dimension juive à l'État d'Israël, eh bien, on a un léger problème à la fois de reconnaissance, de besoin de reconnaissance face au monde haredi, donc on va intégrer ces codes, mais également on a un problème, c'est qu'en fait on n'arrive pas à ne pas s'embrouiller entre nous-mêmes. D'accord? Le monde d'Ati Leumi, malheureusement aujourd'hui, s'embrouille et voyez, arrive à des comportements qui sont totalement aux antipodes de ce qu'il aurait dû être la doctrine originelle. Alors, prenons l'exemple du Chemed que j'ai pris au début. L'ambition du monde d'Ati Leumi, ce n'était pas de créer le Chemed, ce n'était pas de créer un organisme qui va créer des institutions sionistes religieuses et qui va accueillir uniquement les familles qui nous ressemblent. Ce n'était pas ça. L'ambition, c'était de créer un programme qui soit intégré par toutes les écoles d'Israël, qu'elles soient plus religieuses, moins religieuses, et enfin de proposer donc une voie juive sur justement le caractère juif de l'État d'Israël. Dès lors que le Chemed a été créé, eh bien, il y a eu immédiatement cette fermeture, d'accord? Et encore une fois, un projet qui était un projet très ambitieux de dépasser les pilougim, les différences au sein du peuple d'Israël, eh bien, s'est retrouvé être un projet extrêmement mixari, c'est-à-dire sectoriel. D'accord? Et le sectorialisme, eh bien, c'est la plus grande tentation du monde sioniste religieux. La plus grande des tentations. Parce qu'il s'est battu pendant des dizaines d'années contre cette tentation du sectorialisme en voulant rester justement ouvert à tous. D'accord? Mais malheureusement, et je peux, à mon avis, même vous donner les causes et les raisons de ce changement, il est tombé dans une pensée sectorielle où, dès lors qu'on est sectoriel, eh bien, on n'en finit plus de se séparer les uns les autres. Et quelque part, ce sont des différences qui n'intéresseront pas l'histoire juive. On ne se rappellera pas de ces différences dans l'histoire juive. Ça n'intéresse personne de savoir quelles sont les différences essentielles entre les rabbins de ce qu'on appelle les yeshivot à cave, les yeshivot qui sont plus, on va dire, sous l'aile du Rav Tao, du Rav Sadan,
et les différences entre d'autres yeshivot comme Aret Zion ou Maale Gilboa. Vous voyez, les yeshivot sont différentes. L'histoire juive ne s'intéressera pas à ces petites histoires, mais c'est le monde sioniste religieux qui les cultive en son sein, d'accord, comme s'il fallait justement, on va dire, absolument créer un monde alternatif où on a nos problèmes à nous. On est très très loin de la doctrine originelle. Alors, le moment qui a été, je dirais, fondamental et qui était le moment donc de la fin de ce mouvement, c'était 1967. Évidemment, 67 a été un moment révélateur dans l'histoire du peuple juif, un moment qui a été perçu par tout le monde, même par le monde laïque, comme étant porteur d'une grande teneur messianique. D'accord, c'était un moment meshichi. D'accord, Shechet Hayamim, c'était un moment meshichi de victoire, on va dire de compréhension que ce qui se passe en Israël, eh bien, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et à ce moment-là, eh bien, à partir de 67, l'école de Merkaz Harav et du Rav Kook et du Rav Tzvi Yehuda, eh bien, a pris le dessus. Alors évidemment, l'école de Merkaz Harav est une école qui a extrêmement de mérite, puisque Merkaz Harav était une yeshiva qui rapidement, au début il y a eu des petits problèmes, c'était pas simple de mettre ça en place, mais qui rapidement est devenue ce qu'on appelle Sfinat Adegel, c'est-à-dire la yeshiva Haolamit Amerkazit, c'était ça l'ambition, et a formé des dizaines et des centaines de cadres du monde sioniste religieux qui ensuite vont eux-mêmes fonder des yeshivot et être rabbins dans différents endroits. Mais à côté de ça, le monde de Merkaz Harav, eh bien, c'est encore une fois, je dirais, fermé sur lui-même et sous couvert de parler au nom du peuple d'Israël et pour le peuple d'Israël, eh bien, il n'a parlé que pour lui-même. Je vous rappelle que dans le monde d'Ati Leumi, et Merkaz Harav était également partie prenante de cette idée-là, on ne parlait jamais de rabbin séfarade. Les personnes qui voulaient partir étudier là-bas, eh bien, devaient mettre leur identité séfarade dans la poche. Ça n'existait pas. Donc, on est dans un milieu où on parle du peuple d'Israël, d'accord, Aouma, le Rav Kook écrit, le père, Aouma, à Israélite, la nation juive. Sauf que cette nation, eh bien, elle est constituée des personnes qui nous ressemblent. Dès lors qu'on développe un projet qui ne s'intéresse plus aux gens qui ne sont pas, qui sont différents de nous, on a perdu l'ambition du sionisme religieux. Je n'aurais pas le culot de dire que Merkaz Harav est sorti du monde sioniste religieux, mais je crois que, d'une certaine manière, en effet, dans le projet qui était uniquement le projet, je dirais, de développer ce fameux langage cookiste, d'accord, eh bien, il s'est séparé d'une grande partie du peuple juif. 77, on arrive en 77, le Mahapar, le fameux changement du Likoud, du Mafdal, et là, c'est l'euphorie. D'accord. Déjà depuis 67, on récupère Yehuda Veshomron, et le monde sioniste religieux, qui cette fois-ci n'est plus le même qu'on a connu avant, qui était un projet social, comme je l'ai dit, de Achdut Ha'am, un projet social, un projet où l'économie avait une place fondamentale, une économie de type socialiste et pas de type capitaliste agressive. D'accord. C'était ça dont on parlait à l'époque. Et on est passé d'un modèle à un autre modèle qui a été essentiellement territorialiste, où l'ambition première était uniquement de peupler Yehuda Veshomron ve Gaza. Ce qui, en soi, est très important, mais tout d'un coup, les masses du monde d'Ati Leumi sont partis s'installer, les Itnachel, d'accord, dans ces endroits-là, et quelque part, c'était la suite du projet qui avait commencé déjà à disparaître. On va s'enfermer entre nous, d'accord. On va s'enfermer, on va rester entre nous. Et quelque part, en restant entre nous dans les Yeshuvim, eh bien, on a oublié le reste du peuple. Et cette dimension-là, vous voyez, encore une fois, on ne peut pas vouloir instaurer un discours juif pour l'État d'Israël lorsqu'on est uniquement dans l'avant-garde. Parce qu'il est très facile de courir devant, mais il est extrêmement difficile de rester derrière et, comme on dit en hébreu, viot me'asef, d'accord, d'être celui qui va, je dirais, pousser ceux qui sont à la queue, ceux qui sont en fin de parcours. Et le monde d'Ati Leumi s'est toujours dit, si on devient le mouvement d'avant-garde, eh bien, on ne pourra plus voir ce qui se passe derrière.
on ne pourra plus être garant de ceux qui ne suivent pas. Il vaut mieux avancer pas à pas, il vaut mieux mettre en place des discours religieux, des discours juifs, pardon, pas religieux, des discours juifs qui vont permettre à la société entière d'intégrer des dimensions d'identité juive collective, plutôt que d'avancer, de foncer, d'accord? Et puis au fond, plus personne te regarde, plus personne te voit. Maintenant, on sait bien que pendant des années, le monde du sionisme religieux a été apprécié. On appréciait beaucoup, il y a 30 ans, le sionisme religieux. Ils étaient perçus comme étant, je dirais, le Chodachanit, d'accord? Ceux qui vont vraiment faire une révolution dans le monde juif, dans le monde israélien. Je me rappelle qu'on a habité pendant quelques années à Eli, au Yishuv Eli, il y a une vingtaine d'années, et il y avait donc là-bas la fameuse Mechina du Rav Sadan, les institutions Bnei David. Et alors, j'aimais bien comme ça, moi, prendre en stop des jeunes de la Mechina, comme ça, et puis un peu les taquiner. Et alors, je me rappelle qu'une fois, j'ai pris un jeune, et je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on te raconte là-bas à la Mechina? Qu'est-ce qu'ils vous mettent en tête là-bas? Et il m'a dit un truc dont je me rappelle encore aujourd'hui, qui était très, très beau. Il m'a dit, ben, le message essentiel, c'est que lorsqu'on marche dans la rue, les gens nous regardent, nous pointent du doigt et disent, tu vois là-bas le bachour avec la kippa, ou Achitov, il est le meilleur. À l'armée, c'est le meilleur. Dans la société, c'est le meilleur. C'est lui qui va aider, il est volontaire. Et cette idée-là, comme ça, de créer une sorte d'élite, je l'ai aimée. Je l'ai aimée parce que je pense qu'elle est extraordinaire, bien évidemment. Sauf que quand on a une ambition de créer des élites, ben, il faut faire attention que l'élite, quelque part, sache des fois se retourner et regarder qui n'est pas avec moi. Qui n'est pas avec moi. Donc, il y a évidemment beaucoup de mérites au monde de Bnei David et de ces institutions-là, où mes enfants également ont étudié, et qui a changé, je dirais, dans les 20 dernières années, le discours a changé. Ce n'est pas véritablement le même discours, c'est un discours qui, encore une fois, au nom du peuple juif et au nom du peuple d'Israël et pour la société israélienne, mais qui reste quand même extrêmement fermé. Moment crucial également dans le monde sioniste religieux, c'était évidemment le Gush Katif. Le Gush Katif, c'était la désillusion. D'accord? On se rappelle des Ayolotiyé, du Rav Mordechai Eliyahu, et c'était une désillusion énorme. C'était une claque énorme dans le monde du sionisme religieux, pas uniquement pour, on va dire, la compréhension d'un messianisme qui se concrétise. Il a fallu créer des nouveaux discours où on montre que peut-être qu'on évolue, mais dans l'évolution, il y a également des chutes. Ou alors, vous voyez, c'est un peu Yerida Tzorech Aliyah. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce moment de Gush Katif a été un moment extrêmement difficile. Et ça a été pour le monde Dati Leumi l'occasion de faire une sorte de mea culpa qui s'est dit, on a fait des choses très très bien au niveau territorial. Hein, la fameuse phrase Lo itnachanu balevavot. On ne s'est pas installé dans les cœurs. Et donc de là la fameuse initiative du Rabbi Yoshua Shapira, le premier qui est parti créer la yeshiva de Ramat Gan dans un quartier Ramat Amidar qui est un quartier semi-ashkénaze, semi-yéménite, en prenant des synagogues anciennes, quasi désertées, et en créant là-bas la yeshiva donc, de Ramat Gan, et en disant, voyez, voilà, c'est ça, il faut maintenant les itnachel balevavot, et en cela, il est revenu à un projet qui était un projet authentiquement Dati Leumi, sioniste religieux. On ne se sépare pas du peuple, on fait partie intégrante du peuple. Et je me rappelle que j'avais une tante qui habitait en face de la yeshiva, une tante qui était montée du Maroc il y a 60 ans et qui n'était pas vraiment introduite dans les discussions au sein du monde sioniste religieux. Et alors elle me dit, il y a une yeshiva qui s'est ouverte en face, là, encore une yeshiva, que c'est pas loin de Nebrak, donc elle, pour elle, c'était encore une yeshiva, quoi. Et alors, j'étais reparti la voir quelques mois après, elle me dit, ils sont très sympas, hein, les jeunes là-bas. Ils m'aident à faire mes courses et ils sont investis dans le quartier, ils gardent les enfants. C'est pas une yeshiva comme les autres, ça. Voyez, mais ça, c'était vraiment, je veux dire, l'ambition, les itnachel balevavot. D'accord? C'était quelque chose qui était fondamental et qui avait donc été, oublié. Maintenant, évidemment, qu'aujourd'hui, le monde Dati Leumi, eh bien, est en crise, sans aucun doute, parce que le projet Dati Leumi de l'éducation juive sioniste est perçu comme étant extrêmement idéologique. Elle ne se fait que dans le cadre de certaines institutions. Je vous rappelle qu'on n'accepte pas toujours tout le monde dans les écoles du Chemed. Encore une fois, je vous rappelle que les Yishuvim dans Yehuda et Shomron et à Haza, pour y entrer, il fallait passer une fameuse Va'adat Kabbalah.
hein, être accepté par une commission qui va poser des questions absurdes pour être accepté là-bas, parce que tout le monde ne peut pas faire partie de la révolution, vous voyez, sioniste religieuse. Et vous voyez, encore une fois, l'ambition de Ahdout Ha'am, c'est habiter avec tout le monde, eh bien, a disparu pour ne créer que des petits cadres comme ça, des yeshuvim qui étaient on va dire, extrêmement fermés. Moi, je me rappelle qu'on a également habité dans un autre yeshuv, autre que Eli. Eli est un yeshuv ouvert, justement, sans Vahadat Kabbalah. On avait habité dans un autre yeshuv, dont je ne donnerai pas le nom, qui était considéré comme étant, on va dire, le savion des religieux. Et alors, on a dû passer une Vahadat Kabbalah. Donc, évidemment qu'on a bien regardé si ma femme avait la tête couverte et comment sa tête était couverte, en quelle mesure. Et alors, je me rappelle qu'ils nous ont posé 2 questions. Première question, c'était où as-tu appris à étudier la Gemara? Et je me rappelle que je leur ai répondu, c'est la question la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Où j'ai appris ça à la yeshiva, à la maison, sur la lune, qu'est-ce que ça peut vous faire? Deuxième question, est-ce que tu vas te soumettre aux instructions du Rav? Et bien, je leur ai dit, écoutez, si le Rav ne dit pas n'importe quoi, je l'écouterai volontiers. Mais s'il dit n'importe quoi, je serai le premier à le contredire. Mais vous voyez que ces 2 questions-là, d'accord, qui étaient vraiment, on va dire, le signe de la fameuse Chevra Chardalit, Charedi Leumi, d'accord, ces 2 questions qui sont en fait calquées sur un mode de réflexion Charedi. Le monde Charedi, qui a encore une fois beaucoup de mérite, mais le monde Charedi, il a choisi comme modèle de vie le modèle de l'enclave. On vit en enclave, c'est-à-dire on vit entre nous. Le monde, c'est un peu comme on va dire une tempête, et nous, on reste dans notre arche parce qu'il faut bien survivre. Mais le modèle de l'enclave, c'est un modèle qui est un modèle Haredi. Le modèle du monde sioniste religieux n'était pas le modèle de l'enclave. C'était le modèle justement d'ouverture, un modèle où tout le monde est ensemble, où on n'est plus en train de se regarder et de se juger. Et malheureusement, on est arrivé bien loin de cette histoire-là. Le monde d'Ati Leumi, comme je l'ai dit, a démarré sur un idéal socialiste. Une économie socialiste, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du business, d'accord? Mais c'est une économie avec une idéologie socialiste. Et peu à peu, on est arrivé dans un monde d'Ati Leumi qui est une petite bourgeoisie. Pas uniquement parce qu'ils s'enferment dans des yeshuvim, dans les Dav et Shomron, et tout le monde ne rentre pas, et ce qui est important, c'est d'avoir la belle maison, mais même je dirais des communautés d'Ati Leumi, à Ramat Gan, à Givat Shmuel, voyez, à Ra'anana, ce sont des communautés, encore une fois, que j'admire, ce sont des communautés de petite bourgeoisie. D'accord? Comment créer une ambition de Ahdout Ha'am quand on est dans la petite bourgeoisie? D'accord? Ça ne peut pas marcher. Il faut savoir sortir et vivre avec le peuple. Une autre initiative qui était extrêmement bonne, c'était l'initiative des Gar'inim. D'accord? Gar'in Torani. Le Gar'in Torani, l'idée, c'était quoi? C'était de partir dans des villes qui étaient considérées comme défavorisées au niveau socio-économique et religieux, comme par exemple Lod, et puis s'installer là-bas, créer une communauté qui va ensuite donc être capable d'inspirer tout le monde autour. Dans certains endroits, ça a marché. Dans d'autres endroits, très rapidement, dès que les enfants ont grandi, on a créé des ganim pour nos enfants. On a créé des écoles pour nos enfants. Et puis, on ne s'est pas suffi du Mamlarti Dati ou du Mamlarti, on a créé des écoles Torani. On a inventé maintenant un nouveau truc, c'est pas Dati, c'est Torani. D'accord? Et tout le monde n'a pas le luxe d'être Torani. Voyez? Et donc, quelque part, dans cette façon de réfléchir, eh bien, on ne peut pas aller très, très, très loin. Alors, vous avez compris, en fait. Hein, c'est un petit peu, je veux dire, c'est pas un espède du monde d'Atilomi que je fais, pas du tout. Mais je veux pointer justement sur des éléments qui ont, je veux dire, été la cause d'un échec. D'accord? C'est vrai qu'on a des éléments de Mishpat Ivri. C'est vrai qu'on a une marlaka avec Mikou Vegoda qui travaille les éléments de Mishpat Ivri. Mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'on a des érudits qui travaillent sur des questions qui ensuite vont être intégrées au système juridique israélien. La question c'est de savoir comment créer dans l'espace israélien une identité juive collective. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Quand on parle des éléments d'identité juive de l'État d'Israël, on ne parle pas des choses qui sont sur le papier. On parle d'éléments qui ne peuvent être inculqués au peuple que par l'éducation. D'accord? Une loi ne peut générer d'identité. On peut accepter la loi, on peut la refuser, on peut la discuter, mais une loi ne peut générer une identité. Vous imaginez bien qu'un éducateur dans son école, s'il souhaite éduquer ses élèves à une identité bien spéciale,
il ne va pas leur sortir un livre de loi qui va leur dicter. Canal, au niveau également, quelqu'un qui veut éduquer ses enfants à la halakha ne peut pas prendre un texte de Shulchan Aruch et leur lire, leur enseigner et les obliger à le faire. C'est la bonne méthode pour qu'ils foutent le camp. D'accord? On parle d'éducation. Or, l'éducation, c'est la chose la plus importante pour, je vais dire, amener le peuple à l'identité juive collective. Ça, c'était ce qu'avait compris à l'époque le professeur Leibovitch. Le professeur Leibovitch qui a dit des choses très importantes, d'autres extrêmement fausses, mais qui, sur ce point-là, avait compris qu'on ne pouvait pas éduquer le peuple uniquement sur la base de lois et de projets de loi, et qu'il fallait donner la chance aux éducateurs et aux rabbins de parler sur tous les sujets. À l'époque, il s'était fortement opposé à la façon dont travaillait le grand rabbinat. Et il traitait le grand rabbinat d'Israël comme quelque chose d'extrêmement, je dirais, méprisable, et il disait ce sont rabbanim mita'am, des rabbins qui ont été nommés par certains laïcs, et on leur demande de se confiner uniquement à des questions de statut personnel. C'est ça qu'on leur demande de faire. Or, pourquoi ne pas demander au rabbinat de montrer ce que la Torah a à dire sur tous les sujets de la vie, et pas uniquement se confiner à ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire Girushin, Nisuin, voyez, et voilà, d'être uniquement dans le cadre du statut personnel. Alors, encore une fois, il y a beaucoup d'organisations dans le monde d'Ati Leumi qui naissent de ces conflits. On a par exemple l'organisation Tsohar, d'accord, de rabbins sionistes religieux qui, eux, ont justement pris l'initiative de faire des mariages également orthodoxes et en accord avec la rabbanoute, mais en essayant d'accompagner un peu plus les personnes qui vont se marier, en identifiant en fait un besoin au moment du mariage d'être plus investis. D'accord? On a des mouvements comme Beth Hillel, également des rabbins sionistes religieux qui sont perçus comme étant plus cool, d'accord? Qui également se proposent de faire des choses. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que tant que les choses ne viendront pas de l'institution nationale, c'est-à-dire du Misrad HaChinour, et d'une volonté de collaborer avec les différentes parties du peuple, qui sont laïcs, traditionnalistes, sionistes religieux, on ne pourra pas créer une véritable identité juive à l'état des Juifs. Parce qu'il est impensable de croire qu'une petite partie du peuple, en l'occurrence uniquement le monde sioniste religieux, puisse relever le défi tout seul. Ça ne marchera pas. Il faut prendre des personnes qui appartiennent à toutes les sociétés, ensemble discuter et créer ces nouveaux discours, et ensuite être capable de les mener. Et ça demande des compétences qui ne sont pas des compétences de penseurs, mais des compétences d'hommes d'action, d'activistes, et de les mener à bien, de trouver des partenaires, de trouver des fonds et des personnes bien intentionnées pour justement faire avancer ces histoires-là. Donc, c'est sur un pied ce que je voulais en fait dire sur la question de l'État juif. Le monde sioniste religieux est-il intéressé par un État juif? Mais bien sûr qu'il est intéressé par un État juif. Encore faut-il définir ce qu'est un État juif. Et l'État juif, dans ces conceptions-là, ce n'est pas un État de halakha, parce que Medinat halakha, eh bien, ne pourra être Medinat halakha que si c'est basé sur des conceptions démocratiques, c'est-à-dire que le peuple entier vote pour une Medinat halakha. Or, on n'est pas du tout à cette situation-là, d'une théocratie démocratique, on n'est pas du tout là-bas. Ça ne pourra se faire que par la collaboration entre les contraires, entre les personnes qui pensent différemment, du monde laïque, du monde haredi, du monde sioniste religieux et du monde traditionnaliste, et même de Yahadut Agola, pourquoi pas, qui donc pourraient venir et réfléchir quelle doit être l'identité juive donc de cet État des Juifs. Voilà pour ce que j'avais à vous dire, et je serais évidemment ravi d'entendre vos réflexions. Merci beaucoup, Michael. Toda Rabba. C'était passionnant. Beaucoup de questions j'ai dans la tête, mais je vais donner la parole aux personnes. Tu vois le chat, il y a eu des réflexions sur le chat aussi. Vas-y, Daniel. Ah oui, moi je peux poser une question. Allô? Oui, j'entends. On passe, Daniel, il y a trop de bruit chez toi. Suivant. Daniel, vas-y, ouvre le micro. On ne t'entend pas.
Si quelqu'un d'autre veut intervenir. Voilà, je peux parler? Oui. 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 Alors, je voulais savoir ce que pense M. Benadon. Si le sionisme religieux s'est renfermé, est-ce qu'on ne peut pas voir dans ces dernières années, disons, ça sort, chez les Haridim, au contraire, il y a une espèce de volonté de s'intégrer à la société israélienne? Je vais vous dire, bien évidemment, le monde haredi, malgré lui, doit s'intégrer. Il n'a pas le choix. Il comprend que s'il ne s'intègre pas au niveau du marché du travail, donc avec une formation nouvelle, même universitaire, eh bien, il ne pourra pas survivre. Il y a aujourd'hui beaucoup de formations universitaires pour les hommes haredim, les femmes harediotes, et qui arrivent à des endroits très intéressants. Sauf que le monde haredi n'a pas pour idéologie d'établir une identité juive à l'État d'Israël. Ils ont pour idéologie de vivre la Torah en mode, comme je l'ai dit, d'enclave. Et puis, si ça se fait autour, tant mieux. Sinon, ce n'est pas notre problème. Michael, tu n'as pas parlé du tout de l'armée. L'armée, c'est quand même un endroit où, par excellence, les religieux, les non-religieux se rencontrent. Or, est-ce qu'il y a eu un échec à ce niveau-là? Alors, c'est très intéressant. Vous savez que donc, dans les années 40, se sectorialise aussi. Alors, dans les années 40, 50, 60, des personnes religieuses qui voulaient partir à l'armée, eh bien, partaient dans des unités donc, où il n'y avait pas beaucoup de religieux, toujours. Quand ils partaient dans des unités d'élite, c'était toujours peuplé par une majorité de kibbutznikim non religieux qui avaient été éduqués. Donc, dans le monde des kibbutzim religieux, par exemple, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui partaient également dans les unités d'élite. Le kibbutz Adati a toujours poussé à partir dans les unités d'élite. Mais dès lors qu'il y a eu la création des yeshivot Esder, eh bien, cet endroit qui était l'armée et qui était considéré comme étant par Ben Gurion le fameux Kouraïtour. Le Kouraïtour, c'était comme le creuset, je ne sais plus comment dire en français Kouraïtour, aidez-moi. En tout cas, c'était l'endroit où tout le monde se rencontrait. Dès lors qu'on a eu les yeshivot Esder qui ont permis de partir dans des unités, on va dire, religieuses, eh bien, même dans le cadre de l'armée, la rencontre était moins importante, puisqu'on restait au sein de notre unité, on partait avec nos amis, on avait la capacité de faire la tfila entre nous, d'avoir notre minyan. Donc, vu d'une perspective, je dirais, sectorielle, c'était très bien. Mais vu d'une perspective, je dirais, nationale, Ardut Ha'am, encore une fois, eh bien, c'était impossible. Alors, évidemment, les arguments étaient nombreux. On va partir à l'armée, on va s'écraser, on va s'effondrer spirituellement. On n'aura pas la capacité de tenir, c'est très dur l'armée, de tenir un niveau religieux minimal si on est entouré par des personnes qui, eux, ne sont pas investies dans la pratique. Et donc, on préfère être entre nous. Oui, seulement l'entre-nous a un prix. Donc, c'est difficile de garder le discours qui était on fait ce qu'il faut pour tout le monde, mais on reste entre nous. Ça ne marche pas, vous voyez. Si moi, je dis, c'est comme si moi, à Pessah, on le fait tous en vérité, hein, je dis, Kol Dirfin était Veyechol, toute personne qui vienne et qui mange, mais ma porte, elle est fermée, j'ai invité personne. D'accord, ça ne marchera pas. Il faut se donner les moyens pour que les personnes rentrent chez nous. Et bien, c'est un peu ça qui s'est passé quand le monde d'Atilomit est arrivé à l'armée. D'accord, ils ont créé des cadres sionistes religieux au sein de l'armée. Encore une fois, je ne viens pas critiquer parce que ça répond à des besoins. Ça répond à des besoins et de jeunes qui veulent partir à l'armée et qui ne veulent pas s'effondrer spirituellement. Mais à côté de ça, il faut comprendre que le projet est un projet qui n'a pas abouti à ce niveau-là. Rajoute un détail, Michael, pour ceux qui ne connaissent pas à l'armée comment ça fonctionne. La plupart des gens à Esder, ils vont dans une plouga, il y a 3 marlakot. Il y a trois classes, si on veut, 3 marlakot. Et en général, il y a une marlaka qui est uniquement des gens de la yeshiva. Moi, c'est comme ça que j'ai fait l'armée. Mais justement, tu as parlé de la yeshiva du Rav Shapira de Ramat Gan. Lui, il est contre cette idée et il va dans les marlakot mouravot. Ça veut dire que dans toute la plouga, il a 3 barourim qui sont dans cette classe, 3 barourim dans l'autre, 3 barourim. Et justement, pour garder cette ouverture et cette influence. Tout à fait. C'était aussi, par exemple, l'option des yeshivot, par exemple, de Mahalé Gilboa, où il y avait une possibilité d'étudier la Torah. Mais au niveau religieux, il est hors de question que mon engagement pour la Torah me fasse de moi un moins bon citoyen.
et que sur un jour d'étude de la Torah, je ne fasse pas un jour d'armée. Voyez. Et donc, les personnes partaient à la yeshiva et ensuite partaient faire l'armée. Moi, j'ai deux de mes fils qui ont fait ça. Ils sont partis les deux, 3 ans à la yeshiva et ensuite ils sont partis à l'armée 3 ans, comme tout le monde. Voyez. Maintenant, c'est un prix à payer parce qu'ils sont partis dans des unités d'élite où ils étaient religieux là-bas. Et c'est dur d'être religieux quand on est dans une unité où il n'y a pas beaucoup de religieux parce que c'est au quotidien, c'est le jour, c'est la nuit. Et puis, vous savez, à l'armée, les soldats sont les uns avec les autres. Ils deviennent les meilleurs amis du monde. Quand on va sortir samedi soir, on va sortir ensemble. Et tout d'un coup, donc c'est le religieux qui va se mettre de côté, qui va dire ben, moi, je ne peux pas venir, moi, je ne peux pas vraiment. C'est un poids qui est dur pour quelqu'un qui a 18, 19 ans et qui a besoin d'une société qui veut être intégrée, qui veut être comme tout le monde. Donc, c'est un prix à payer. C'est un prix très dur à payer. Donc, je comprends la logique du SDR et des unités religieuses. On la comprend. Seulement, il faut savoir qualifier les choses de leur nom. Il ne faut pas dire le SDR, c'est une façon de rendre le peuple religieux ou de créer la Hardout Ba'am. Ça n'existe pas. D'accord. Ce n'est pas du tout la stratégie. Il faut adopter et mettre en place des bonnes stratégies pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Ah bon, vas-y. Bonjour, merci beaucoup, c'était magnifique. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, sur le fait que je suis frappée par ces jeunes religieux qui ont été éduqués toute leur vie jusqu'à l'âge de 18 ans dans un milieu très religieux, Dati Leumi, et qui me disent on ne peut pas être en contact avec des filles ou on ne peut pas être en contact avec des chilonim parce que sinon on va s'écrouler. Et moi, je me dis, quand on était en France et que nos enfants, ils étaient constamment dans un monde goy et qu'on a réussi à les maintenir juifs, à 18 ans, ils étaient capables de faire leur choix. Ça veut dire quoi? 18 ans d'éducation juive d'Atiléomi et ils arrivent à l'armée et ça y est, ils s'écroulent. Ou ils arrivent au bureau, il y a des filles, ils s'écroulent. Mais je n'arrive pas à comprendre cette notion-là. Peut-être que vous pouvez Alors, je vais vous dire, d'abord, je crois que c'est deux contextes totalement différents. On ne peut pas comparer. Être juif en France, c'est être dans la minorité, c'est devoir se battre pour continuer à vivre. Et quelque part, des fois, c'est plus facile de vivre dans la minorité et d'assumer une identité différente que d'être justement juif israélien, et autant juif et autant israélien qu'une personne qui n'est pas pratiquante. C'est beaucoup plus dur, on appelle ça le liminal. D'accord. Garder une identité dans la liminalité, c'est beaucoup plus dur parce qu'on partage quasiment les mêmes contenus identitaires. Maintenant, en effet, il y a, et je ne sais pas si vous parlez de ça, mais c'est vrai que dans le monde d'Ati Leumi, aujourd'hui, on se rend compte, de la part des jeunes qui vont à la yeshiva essentiellement, d'un retour sur des normes qui sont halachiques. Je ne dis pas que ce n'est pas halachique, qui sont halachiques, mais des normes qui, par exemple, on parle moins à des filles, on va plus recourir au shidur, on fait attention à Shirat Nashim, on n'écoute plus des femmes chanter. Ce sont des choses qui, pendant des années, n'ont jamais embêté les rabbins. Et beaucoup de rabbins ont considéré que si j'entends une femme chanter, si je la regarde pas d'une façon, on va dire, outrageante, et qu'elle-même est habillée normalement, et ça se fait, c'est pas quelque chose qui était en dehors du consensus. Et aujourd'hui, évidemment, dans le monde des chivotes nouvelles, on met un zoom sur ces comportements-là. Voyez, et ça va créer des problèmes à l'armée. Par exemple, s'il y a une laakat zvaït, une chorale militaire où il y a des femmes qui chantent, des soldats qui chantent, et bien les soldats religieux vont poser problème. Voyez, ça c'est nouveau, ce sont des codes charedim qui sont rentrés dans les codes d'Ati Leumi. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est la halakha. C'est la halakha. Oui, mais encore une fois, il y a la halakha, sans aucun doute, et il y a ce qui constitue une société. Le monde d'Ati Leumi a été bien sûr fondé sur la halakha, mais a considéré qu'il fallait mettre des fois des zooms sur d'autres choses, d'accord, et pas sur Shirat Nashim. Je vous rappelle que Shirat Nashim, encore une fois, n'a pas embêté beaucoup de monde. Ou alors, par exemple, sur le Kissou Roche. Encore, je vous rappelle que le monde d'Ati Leumi, pendant des années, les femmes ne mettaient pas de short. D'accord. Les femmes il n'y avait pas toujours de Kissou Roche. Vous allez dire, mais le Kissou Roche, c'est une obligation halachique. C'est vrai que sur la grande majorité des décisionnaires, on parle de Kissou Roche. Il y a des décisionnaires, je vous rappelle, qui parlent de Rabbanan et d'autres que c'est un minag, d'accord, que c'est un minag, le Kissou Roche. Donc, vous voyez bien, mais on n'a pas mis un focus là-bas. Il y a sans aucun doute des normes du monde Haredi qui s'introduisent dans le monde d'Ati Leumi. Comme je l'ai dit pour le Rav Melamed, celui qui a bien travaillé cette question et qui l'a écrite d'ailleurs,
c'est le fameux Yoska Achitouv, qui était un des grands penseurs du kibbutz Adati, un homme extraordinaire que j'ai bien connu et qui lui a écrit un article justement où il montre comment le monde Dati Leumi adopte les normes religieuses du monde Haredi, essentiellement par exemple par rapport aux rabbins. Comme je l'ai dit au début, le monde Dati Leumi n'a pas attendu les rabbins pour faire des choses. Ils nous ont pas dit que c'était une mise à partir en Eretz Israël, on va pas les écouter. Et puis qui dit que le rabbin a raison sur des questions qui sont autres que halakha? Qui a dit que le rabbin avait le Ruach HaKodesh sur des questions qui ne sont pas de halakha? D'accord? Donc il y avait quand même une certaine distance par rapport au rabbin dans le monde Dati Leumi. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le rabbin qui doit absolument dire ce qui est permis et ce qui est interdit. C'est pas que c'est anti-rabbinique, pas du tout. On doit savoir quand il y a une question de halakha, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Sauf que la course au rabbin, d'accord, n'a jamais été le lot du monde Dati Leumi. Alors certains vont dire, ah oui, c'était l'ancien Mizrahi, ça. C'est la période d'avant, c'est le Mizrahi où les gens étaient dans les Moshavim, ils étaient moins religieux, ils étaient plus cool, ils chantaient ensemble, ils dansaient ensemble. Oui, c'était possible, mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, on est plus conscient de la halakha. C'est très bien si on est plus conscient de la halakha. Mais attention de ne pas, je dirais, changer un mode de vie qui a été apprécié par beaucoup de personnes laïques. Je rencontre souvent des personnes du monde laïque, du monde des kibbutzim laïques ou du monde laïque qui nous disaient où est-ce qu'il est parti le sionisme religieux? À l'époque, on aimait, on était ensemble, on avait quelque chose de commun et on sentait qu'il y avait ce qu'on appelait une shoot-foot derrière. On sentait qu'on était dans le même bateau. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui sont comme des Haredim, sauf qu'ils ont une kippa sruga. D'accord? Et on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Ils sont nourris d'une sorte de messianisme comme ça, où ils ne voient plus la réalité, ils voient uniquement l'idéal. Et ils veulent coller l'idéal sur la réalité sans se rendre compte qu'on n'est pas vraiment encore prêt ou on ne veut pas vraiment ces choses-là. Moi, je peux faire une petite remarque, s'il vous plaît? Oui. Oui, je suis un peu surprise par le manque de connaissance du peuple juif dans la jeunesse laïque, et voire même leur manque d'intérêt. Bon, peut-être parce qu'on vient de France, mais ça me fait quelque chose, ça me fait de la peine un petit peu. Ben, vous savez, le premier qui avait utilisé une expression très dure, c'était le Rav Stenzal, Zichrono Livracha, qui disait on est peut-être en train de voir des goïms d'ovré ivrite. Une expression très très dure, en parlant justement des Israéliens qui étaient très loin de la connaissance et de la conscience du judaïsme. D'accord? Évidemment, il ne faut pas non plus camouflé. Là, je fais une sorte de critique du monde Dati Leumi. Je ne suis pas sûr que c'est la plus grande critique qu'il faudrait faire pour l'avenir du peuple juif. On a en effet des franges entières de la population laïque qui grandit dans une boroute, dans une méconnaissance totale de la Torah, pas de la Torah, de la culture juive. De l'histoire du peuple juif. De l'histoire juive. Maintenant, mais la faute est à qui? La faute est toujours celle des éducateurs. Oui, tout à fait. C'est toujours sur ceux qui ne font pas leur travail. Le travail d'enseigner la Torah est un travail qui incombe aux enseignants, aux rabbins, aux activistes, à eux de faire leur boulot. Si ça ne se fait pas, il ne faut pas aller accuser les victimes d'être des bourrim ve'améharetz, voyez. Michael, alors dans quelle école tu recommanderais de mettre nos enfants? Mais tu as dit tout à l'heure que le sionisme religieux voulait être un pont, Gesher. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à l'école d'un de mes enfants, ils ont parlé du sionisme religieux comme étant entre les deux chaises. Donc finalement, est-ce qu'on peut le sionisme religieux serait tombé finalement dans le trou, et au lieu de voir qu'il y a un problème au niveau du klal, il se concentre sur les problèmes religieux. C'est ça la difficulté. Et non seulement ça, mais en faisant ça, il se fragilise énormément. Parce qu'il n'y a pas que l'armée, il y a le monde du travail. Si tu vois, tu as parlé de Givat Shmuel, par exemple. Tous ces gens-là, on a l'impression, ce qui les intéresse beaucoup, eh ben, c'est leur carrière aussi, finalement. Ils deviennent des bourgeois comme les autres. Et ils oublient qu'il y a dans le sionisme quelque chose qui touche la collectivité et qui est fondamental et qui n'est pas du domaine religieux. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que l'idéal sioniste, c'était en effet d'investir la vie du quotidien avec une vision juive. Mais pas une vision juive qui se traduit uniquement en termes halachiques, mais une vision juive qui est traduisible également en langage démocratique, en langage que tout le monde peut entendre, vous voyez. C'est en fait l'idée généralisée que
on est juif en terre d'Israël, dans le pays, dans la terre d'Israël, dans l'État d'Israël, et on a une tradition qui peut nous aider à créer quelque chose de mieux, mais dans tous les domaines de la vie. D'accord? C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et si on transforme un discours identitaire en un discours halachique, comme j'ai dit au début, c'est comme qu'on utilise le droit pour éduquer. Ça ne marchera pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous depuis le début jusqu'à la fin. J'ai vécu ce dilemme pendant toute ma vie en Israël et avec l'éducation de mes enfants, on se sentait toujours un peu obligé d'aller avec le courant des yeshivot et des trucs comme ça, alors que moi, au fond de moi-même, je disais que c'était une erreur, parfaite erreur de faire ce truc-là. Mais le judaïsme sioniste, en fait, il vit dans un conflit dramatique, en fait, entre le Chiloni et le Dati. Et pour le Chiloni, on n'est pas Datim. Le Dati, le vrai Dati, c'est le Haredi. Et pour le Haredi, nous sommes des Goïms. Nous ne sommes presque pas des Juifs. Et ce manque d'identité, en fait, sioniste religieux, c'est ça qu'on traîne avec nous et qui nous frustre sans arrêt. Oui, mais je vais vous dire, moi, je ne suis pas radical comme vous face au monde des yeshivot, de ne pas envoyer les enfants dans les yeshivot, parce qu'il faut bien que les enfants étudient la Torah. Il faut bien qu'ils étudient la Torah, il faut bien, on va dire, grandir en Torah. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde sioniste religieux, comme d'ailleurs le monde haredi, a toujours des identités très restreintes. C'est-à-dire que si, par exemple, voilà, on a inscrit notre petite là dans une école, je ne dirais pas le nom de l'école, en arrivant là-bas, on nous dit, vous savez qu'ici, on est selon le Rav Kook. Hein, la brioute, soyez selon le Rav Kook. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser différemment, qu'on ne peut pas penser, je ne sais pas moi, c'est quand même, on n'est pas dans du dogme. D'accord? Et malheureusement, on voit justement des écoles d'Ati Leumi, comme d'autres, mais d'Ati Leumi aussi, qui disent, nous, notre credo, c'est A, B, C. Tu veux, tu rentres. D'accord? Alors, si c'est Hartmann, c'est le côté plus gauche de l'aile d'Ati Leumi. D'accord? Si c'est Peller, c'est aussi le côté plus féministe. Si c'est, par contre, des écoles comme Tzviya, Irmiyahu, ou, vous voyez, c'est. Mais on a l'impression qu'il faut choisir son camp. Or, nous, les Juifs, c'est vrai, qui sommes arrivés de France, les Juifs qui arrivent de Gola, d'une façon générale, on n'a pas l'habitude de ces discours-là, de choisir des camps, un peu comme si pour éduquer nos enfants, il fallait les mettre dans des cases. D'accord? Et ça, malheureusement, le monde d'Ati Leumi aurait peut-être été celui qui sort justement de cette pensée trop sectorielle. Mais, encore une fois, il a été rattrapé par cette pensée sectorielle. Et, malheureusement, encore une fois, je pourrais faire le même cours 1 heure pour vanter les mérites du monde d'Ati Leumi. D'accord? Parce que ça ne manque pas. Par contre, ça ne manque pas. Mais là, le sujet, c'était vraiment, vous voyez, de voir si on avait réussi sur un projet grandiose. Et malheureusement, je ne pense pas qu'on n'a pas encore. Le peuple juif n'a pas encore réussi. Oui, je vous remercie. Je connais moins, bien entendu, comment dirais-je, la société israélienne. Bon, je la connais un peu à travers mes lectures. Ceci étant, cette problématique se retrouve un peu exactement en France. Hein, les écoles qui veulent faire rentrer dans les cases les enfants, telles que par exemple, moi je suis témoin, quand vous inscrivez un enfant, on dit est-ce que vous avez la télé à la maison ou pas? Bon. Mais je voudrais revenir un petit peu sur cette pollution du vocabulaire qui existe entre Dati et Chiloni. Vous m'avez fait penser à une remarque qu'avait fait Manitou Zichron Livracha il y a à peu près une trentaine d'années dans ses séminaires à Paris. Et quand il avait quitté la France, quand il avait fait son Aliyah, il était arrivé en Israël, donc bien entendu moins connu. Et quand on lui a posé la question en France, on lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites en Israël ?» Et sa réponse a été magnifique. Il a dit « Je suis devenu rabbin des rues. » Rabbin des rues, ça voulait dire quoi? On ne comprenait pas, on avait 30 ans ou 40 ans de moins. Et il nous disait « Qu'est-ce que ça veut dire Chiloni, Dati, etc. » Il dit « Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. » Il a dit « Il y a les gens qui savent, qui ont appris, il y a les gens qui n'ont pas appris. Et ceux qui n'ont pas appris, c'est à nous de… » Alors, moi, je dis encore une fois, les éducateurs et, entre guillemets, en France, les rabbins, c'est la même problématique. On s'occupe que des gens qui fréquentent la communauté, point barre. Et ce problème et cette problématique de retrouver le monde comment dirais-je, le monde libéral, ben, il n'y a aucune autorité rabbinique en France qui a voulu discuter avec ce courant. On ne comprend pas pourquoi. Donc, je veux dire, ce renforcement dans ces tendances, on le retrouve un peu ici exactement en même temps. Oui, quelque part, c'est vrai, vous avez raison. On peut voir des parallèles
entre ces deux réactions. Moi, je dois vous dire que j'essaie de réfléchir la question du dialogue avec le monde libéral un peu de tous les côtés. Je n'ai pas réussi à comprendre nos positions. Je ne vois pas quel est le problème de discuter avec quelqu'un. Où se trouve l'ambiguïté d'être capable d'assumer un discours, de l'argumenter, de dire même certaines fois nous ne sommes pas d'accord, d'accord, ne pas être toujours dans le, on va dire, dans le consensuel. On peut être également très ferme et dire je ne suis pas d'accord, on ne voit pas les choses de la même façon, mais sans pour autant dire éviter le discours. J'arrive même pas à comprendre d'où ça vient, cette histoire-là. Finalement, c'est le mouvement c'est Rabat lui donner qui une place. réunit le tout. Les rabbins qui refusent, c'est parce qu'ils refusent de donner la place aux réformistes. Donc, en n'acceptant pas le dialogue, c'est de dire que vous êtes en dehors, et à partir du moment où je leur donne place, imagine qu'on ferait maintenant un Zoom avec 500 personnes et qu'on inviterait une rabbinite réformiste, ça veut dire que Midreshet Yehuda et Lilmod sont d'accord d'entendre ce style de discours. Ça veut dire que moi, je comprends très bien les rabbins, je ne sais pas si je suis d'accord ou pas avec eux, mais c'est-à-dire leur donner un espace où s'exprimer. Oui, mais enfin, sauf que maintenant, ça fait déjà 20 ans qu'on est dans l'ère d'Internet, où la connaissance est démocratisée et qu'on entend tout de partout. Donc, on n'est plus du tout dans un monde où il faut donner la parole à quelqu'un pour entendre son discours. Le discours est là, il est présent. Et je dirais qu'au contraire, c'est-à-dire que ne pas on va dire, discuter, dialoguer, eh bien, c'est déjà faire aveu de faiblesse. Faire aveu de faiblesse à ce niveau-là. Mais le mouvement Chabad est quand même le seul à réunir un petit peu tous les paramètres de la société. Je veux dire, ils acceptent des libéraux, ils acceptent de s'occuper d'enfants qui n'ont pas du tout de connaissance de Torah ni rien. Donc, à mon avis, les Lubavitch sont quand même plus ouverts à tout, quoi, en ce moment. Les Lubavitch ont un amour incroyable du peuple d'Israël. Exact, oui. Ils ont un amour incroyable du peuple d'Israël qui les amène aux quatre coins du monde. À côté de ça, ils ont une doctrine bien claire qui ne favorise pas du tout le rapport au monde libéral, aucune légitimité aux non-religieux. Il y a évidemment, on va dire, une idéologie extrêmement, je dirais, cadrée, mais leur amour du peuple juif est plus grand que tout. C'est ce qu'ils font, qu'ils vont parler avec tout le monde. Exact. Tout à fait d'accord, merci. Je peux une seconde. Moi, je crois qu'il faut retourner à la question d'éducation. Si on prend l'exemple des yeshivot tichoniot qui mettent l'accent seulement sur la Gemara, et que quand un jeune de 18 ans sort d'une yeshiva tichonite et qu'il est dans ses pratiquement aucune éducation au point de vue de la pensée, au point de vue de marcher avec Israël, que c'est très, très restreint. Peut-être que ces dernières années, il y a quelque chose qui se passe un petit peu dans quelques yeshivot, et c'est pour ça que ces jeunes ont besoin de rester dans des enclaves, parce qu'ils sont absolument dans l'impossibilité d'être confrontés avec les laïcs et les non-religieux. Autre chose, moi j'étais pendant 20 ans dans le Chinour Mamlarti. Et je peux vous dire que là-bas, on ne sait pas ce que c'est la Torah. On ne sait pas ce que c'est la Torah. On n'éduque pas. Moi, je me rappelle une des discussions, parce que moi, je disais tout ce que je pense et tout le monde me respectait pour ça, Dafka. Et je disais à ma directrice, qui, elle, enseignait en Kitavav, la Grèce et la Rome, avec la mythologie grecque et tout ça. Mais quand je lui ai dit, mais peut-être qu'on enseignerait un petit peu l'écriture de Rashi, pour essayer de comprendre un peu Rashi, elle m'a regardée comme si je tombais des nues. Alors, après, elle me dit, ah oui, c'est vrai, mais il n'y a aucun effort dans le Chinour Mamlarti, un effort pour se rapprocher, pour essayer de comprendre les sources juives. C'est à mettre en parallèle avec. C'est pour ça qu'on s'enferme peut-être. Je ne sais pas. C'est pas justifié, mais en fait, c'est aussi un problème très grave qui se passe aussi dans le monde laïque, disons, oui, laïque. Et moi, je pense que plus on se met dans un pôle, l'autre, il va dans l'autre pôle. Et donc, il y a un extrémisme qui se forme. Et les chilonimes ne veulent plus entendre parler de judaïsme, alors que pendant un bon moment,
partout on faisait les fêtes, on en parlait. Maintenant, on ne veut plus voir même une menorah à la télévision. D'accord? Adata. Ça s'appelle Adata. Voilà, alors ça veut dire que, je vais vous dire, ça veut dire que, en vérité, on voit bien qu'il y a également dans le monde laïque aujourd'hui une volonté d'étudier la Torah. On voit à Tel Aviv des cadres où on étudie la Torah. Il y a le Daf Yomi qui est enseigné à Elul par Kobi Oz. Il y a des cadres comme Alma. Vous voyez, il y a des institutions qui vraiment, on va dire, étudient Rabbi Nachman de Breslev. C'est très en vogue, Rabbi Nachman aujourd'hui. Et vous voyez, donc il y a vraiment une volonté de se connecter. D'accord, c'est un mot américain, connecter, de se connecter à quelque chose, mais surtout ne me demande pas ne m'oblige pas à pratiquer. D'accord. Et ça, quelque part, c'est le Aleph Bet, ça veut dire que comprendre que, en hébreu, on dit Aaron Asfarim Yehoudi, d'accord, que le monde juif t'appartient. Tu ne peux pas être religieux pour avoir, on va dire, une connaissance de ta tradition, et ensuite tu fais ce que tu veux, chacun est adulte, tu fais ce qu'il veut. Et bien ça, vous voyez, c'est en effet quelque chose sur lequel il faut parler, parce que certaines fois, on a des discours en effet qui disent ne t'approche pas de la Torah si tu n'es pas prêt à l'appliquer. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, on n'est pas au goulag. Justement, on n'a pas parlé de ceux qui enlèvent la kippa, ce qu'on appelle en hébreu les datlash. Et Ouais. je me demande si on ne pourrait pas utiliser tous ces jeunes qui ont des grandes connaissances, n'est-ce pas, qui connaissent bien le milieu religieux, pour servir de gesher, justement, pour servir de pont. Et je suis sûre que si on leur proposait une chose pareille, ils seraient prêts à le faire. Alors, il y a un livre qui a été écrit par Yair Sheleg sur les datlashim, un livre très intéressant où justement il montre que les datlashim, donc datlash c'est datil et sha'avar, anciennement religieux, et en fait, il se rend compte que les datlashim donc, ne peuvent pas se définir comme étant des chilonim, des laïcs, mais ils ne sont pas non plus des datiim, et quelque part en fait, ils sont vraiment entre deux, et qu'ils se rencontrent entre eux, et ils se reconnaissent, ils savent se reconnaître entre eux, les datlashim, et certaines fois même, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il connaît quelqu'un de datlash qui s'est marié avec une personne non religieuse, enfin laïque, et il m'a dit il ne peut pas supporter l'ignorance. Et lui-même n'est plus pratiquant, mais il dit d'accord, on peut ne pas être pratiquant, mais on n'a pas le droit d'être ignorant. Toda Rabba, merci beaucoup, Michael. C'était passionnant. Toda Rabba, Michael. Toda Rabba, Erev Tov à tout le monde. Erev Tov. Passionnant. Très passionnant. Toda Rabba.